En 1935, un document confidentiel quitte les bureaux de l'armée de l'air française et atterrit sur le bureau d'un constructeur néerlandais. Ce document contient une spécification technique détaillée pour un chasseur lourd bimoteur, une machine de guerre d'un genre totalement nouveau, équipée exclusivement de composants français. Des moteurs hispano-suiza, des instruments de bord français, un train d'atterrissage fourni par la firme OLA. La France cherche un avion capable de balayer le ciel de tout ennemi, un croiseur aérien conçu pour dominer le champ de bataille. Et c'est à la firme Fokker, installée à Amsterdam, que cette commande est adressée. Les ingénieurs néerlandais se mettent immédiatement au travail sous la direction du docteur Erik Schatzky et de son collègue Billing. Le projet reçoit le numéro 129. Mais quelques mois plus tard, tout s'effondre. Paris décide que ses propres constructeurs feront mieux. Les bureaux d'études français proposent leurs propres machines, le Potez 630, le Henriot H220 et d'autres prototypes encore. La spécification est retirée. La France tourne le dos au projet néerlandais sans la moindre hésitation. Pour n'importe quel autre industriel, cette annulation aurait signé la mort du programme. Mais Anthony Fokker n'est pas n'importe quel industriel. Cet homme a bâti des chasseurs pour l'Empire allemand pendant la Grande Guerre. Il a fait traverser 6 trains entiers de pièces d'avion à travers la frontière germano-néerlandaise en 1919 pour échapper aux traites de Versailles. Et il a transformé sa nouvelle usine d'Amsterdam en un empire de l'aviation civile. Fokker regarde les plans du projet 129 et prend une décision qui va changer l'histoire de l'aviation militaire européenne. Il décide de continuer le développement avec ses propres fonds. 7 mois, c'est tout ce qu'il faut à l'équipe de Schatzky pour transformer une spécification abandonnée en un prototype fonctionnel. L'appareil reçoit l'immatriculation X2 et présente une silhouette que personne dans le monde de l'aviation n'a jamais vue sur un chasseur. 2 fuselages parallèles, appelés poutres, s'étendent depuis les moteurs jusqu'à l'empennage arrière, reliés par un unique stabilisateur horizontal. Entre ces 2 poutres, une nacelle centrale abrite le pilote, un navigateur qui sert aussi de mitrailleur arrière et un armement absolument démentiel pour l'époque. Dans le nez de cette nacelle, Fokker installe 2 canons Madsen de 23 mm avec 100 obus chacun et 2 mitrailleuses de 7,9 mm avec 550 cartouches. À l'arrière, une tourelle rotative avec une mitrailleuse supplémentaire couvre les angles morts. L'avion peut aussi emporter 400 kg de bombes. Aucun chasseur au monde ne possède une telle puissance de feu en 1936. Et Fokker le sait. C'est pour cela qu'il fait un pari audacieux, peut-être même fou. Il décide d'envoyer le prototype au Salon de l'aéronautique de Paris en novembre 1936, alors que l'appareil n'a pas encore effectué un seul vol. Le 15e Salon de l'aéronautique se tient au Grand Palais, sur les Champs-Élysées, et cette année-là, il ne comporte aucune démonstration en vol, uniquement une exposition statique. Le X2 est suspendu au plafond par des câbles d'acier, entre les stands polonais et soviétiques, peints en violet et jaune, les couleurs des républicains espagnols que Fokker considère comme ses premiers clients potentiels. Et c'est là que tout bascule. Les visiteurs s'arrêtent, lèvent la tête et restent bouche bée. Les journalistes se pressent autour de l'appareil. Ce chasseur bimoteur à double poutre ne ressemble à absolument rien de ce que le monde aéronautique connaît. À côté de lui, les autres chasseurs en exposition paraissent primitifs. Le Devoitine D510 français ne possède qu'un seul canon de 20 mm et 2 mitrailleuses. Le Gloster Gladiator britannique, un biplan déjà de passe, n'emporte que 4 mitrailleuses de petit calibre. Le P-26 américain, en service depuis 4 ans déjà, se traîne avec 2 malheureuses mitrailleuses. Et juste à côté du Fokker, dans le même hall, le chasseur bimoteur français Henriot H220 tente d'attirer l'attention, mais personne ne le regarde. Toute la lumière est sur le néerlandais. La presse française, impressionnée et peut-être un peu vexée que ce monstre de puissance soit nœud d'une commande française abandonnée, lui donne un surnom qui va rester dans l'histoire. Elle l'appelle le faucheur.
Ce mot, qui évoque la grande faux de la mort, résume parfaitement ce que cet avion promet de faire à tout ennemi qui croisera sa route. Les Britanniques reprennent le surnom sous la forme The Reaper. En quelques jours, le Fokker G1 devient la sensation absolue du Salon de Paris. Et pourtant, une voix se fait entendre parmi les experts, celle du scepticisme. Un avion qui n'a jamais volé, construit par un petit pays neutre sans véritable puissance militaire, présente par une firme connue pour ses avions de ligne et non pour ses chasseurs modernes. Beaucoup murmurent que ce n'est qu'un coup de publicité, que cet engin ne volera jamais correctement, que ses performances sont exagérées. Certains officiers français haussent les épaules en rappelant que la France possède ses propres programmes, bien plus sérieux et bien mieux financés. Le faucheur quitte Paris sous les projecteurs, mais aussi sous les ricanements discrets de ceux qui pensent que la Hollande ferait mieux de rester dans ses tulipes. 4 mois après le triomphe du Grand Palais, le 16 mars 1937, le prototype X2 se tient au bout de la piste de l'aérodrome de Welschap, près d'Eindhoven. Aux commandes, un pilote tchèque du nom de Karel Toman-Mares. Les deux moteurs Hispano-Suiza 14AB, des radios français de 650 chevaux chacun, tournent avec une particularité technique rare pour l'époque. Leurs hélices tournent en sens oppose l'une de l'autre, ce qui annule les effets de couple et stabilise l'appareil en vol. Sur le papier, c'est une solution élégante, typiquement française dans son ingéniosité. Mares pousse les manettes des gaz, le faucheur prend de la vitesse sur l'herbe, et pour la première fois, cette machine que tout Paris a admirée sans jamais l'avoir volée, quitte le sol. Le vol dure une vingtaine de minutes et se termine sans le moindre problème. Fokker a tenu sa promesse, son chasseur vole, et il vole bien. Les 4 vols suivants confirment les excellentes qualités de pilotage de l'appareil. Malgré sa taille imposante et son poids supérieur à celui de n'importe quel chasseur monoplace, le G1 se révèle étonnamment agile, capable de manœuvres que personne n'attendait d'un bimoteur. Mais c'est au 5e vol que le cœur français de la machine révèle sa véritable nature. Un des moteurs Hispano-Suiza commence à surchauffer dangereusement. Le système de lubrification, mal conçu, ne fournit pas assez d'huile aux parties critiques du mécanisme. Le compresseur du moteur explose en plein vol. Des fragments métalliques sont projetés à travers les tuyaux d'échappement avec une violence inouïe, et certains de ces débris viennent perforer la poutre de queue. Le pilote, par un mélange de sang-froid et de chance, parvient à ramener l'appareil au sol. L'avion est en dommages, mais réparable. La confiance dans les moteurs français, elle, ne l'est pas. Les ingénieurs tentent une solution provisoire en ajoutant des radiateurs d'huile supplémentaires sous les nacelles moteurs, mais l'effet reste insuffisant. Puis, le 4 juillet 1937, un nouvel incident frappe le programme quand les freins du X2 lâchent à l'atterrissage et que l'appareil percute un hangar à Schiphol. Cette fois, la décision est prise. Les Hispano-Suiza sont retirés et remplacent par des Pratt & Whitney SB4G Twin Wasp Junior américains de 750 chevaux. Il est intéressant de noter que l'équipe de Chatsky avait en réalité un rêve bien plus ambitieux. Les ingénieurs néerlandais voulaient installer des moteurs Rolls-Royce Merlin, les mêmes qui allaient propulser les Spitfire et les Hurricane britanniques. Avec ces moteurs, le G1 serait devenu le chasseur le plus rapide au monde à cette époque. Mais Londres refuse catégoriquement d'exporter ces précieux Merlins vers un petit pays neutre, et ce rêve s'évanouit. Malgré ces problèmes de motorisation, la réputation du faucheur ne cesse de grandir. Après sa présentation à Paris, les commandes étrangères affluent à une vitesse que Fokker lui-même n'avait pas anticipée. L'Espagne républicaine est la première à passer commande. 26 appareils équipés des moteurs Pratt & Whitney, et elle paie d'avance. Mais le gouvernement néerlandais, soucieux de préserver sa neutralité, impose un embargo sur les exportations d'armes vers les belligérants de la guerre civile espagnole. Les 26 avions seront construits, mais jamais livrés. Fokker raconte à la presse que ces appareils sont destinés à la Finlande, une histoire qui deviendra un mythe persistant dans les archives aéronautiques.
La Suède envoie le capitaine Björn Bjugren tester le G1 en configuration de bombardier en pique. L'officier suédois effectue plus de 20 piques et rédige un rapport enthousiaste. L'avion dépasse les 640 km/h en pique et démontre des capacités acrobatiques remarquables pour une machine de cette taille. Stockholm commande 18 exemplaires du variant Bombardier et 72 autres du variant Mercury. L'Estonie en commande 6. Le Danemark en veut 12 et négocie une licence de production locale. La Hongrie discute d'un accord similaire avec les usines Manfred Weiss. La Belgique, la Turquie et la Suisse manifestent un intérêt concret sans toutefois signer de contrat ferme. Le Faucheur attire le monde entier. Et pour cause, c'est le seul chasseur lourd de nouvelle génération disponible ouvertement à l'exportation. L'Allemagne garde son Messerschmitt Bf 110 dans le secret militaire. La France ne propose pas son Potez 630 à l'étranger et la Grande-Bretagne refuse même de vendre ses moteurs. Et c'est à ce moment précis que les forces aériennes néerlandaises passent enfin leurs propres commandes. 36 appareils, désignation G1A, mais avec une exigence catégorique, pas de moteur français. L'armée néerlandaise impose le Bristol Mercury 8, un moteur britannique de 830 chevaux déjà utilisé sur ses Fokker D-21 afin d'uniformiser la logistique. Ce choix est révélateur. Après les déboires des Hispano-Suizas, plus personne aux Pays-Bas ne fait confiance au cœur français du Faucheur. L'ironie est cruelle. L'avion, né de la volonté française, volera au combat avec un moteur britannique pour une armée néerlandaise contre un ennemi que ni la France ni les Pays-Bas ne sont prêts à affronter. Le 10 mai 1940, à 3h50 du matin, alors que les Pays-Bas dorment encore dans l'illusion de leur neutralité, des centaines de bombardiers et de chasseurs de la Luftwaffe franchissent la frontière néerlandaise. L'objectif est clair: détruire l'aviation néerlandaise au sol avant qu'elle ne puisse réagir. À ce moment précis, 23 Fokker G1 sont opérationnels dans toute l'armée de l'air des Pays-Bas, repartis entre deux groupes de chasse. 12 appareils stationnent avec le 4e groupe à Bergen, près d'Alkmaar, dans le nord du pays, et 11 autres avec le 3e groupe sur l'aérodrome de Valhaven, à Rotterdam. Sur le site de l'usine Fokker à Amsterdam, 12 autres G1 de la commande espagnole bloqués par l'embargo attendent sans la moindre arme à bord. Le 4e groupe de Bergen est frappé en premier et le coup est dévastateur. Les bombes allemandes tombent directement sur les pistes et les hangars. Les pilotes néerlandais n'ont même pas le temps de courir vers leurs appareils. En quelques minutes, presque tous les G1 du 4e groupe sont réduits à des carcasses fumantes. Un seul appareil échappe à la destruction. Mais à Valhaven, la situation prend une tournure complètement différente. 9 G1 du 3e groupe sont déjà au bout de la piste, réservoirs pleins, munitions chargées, prêts pour une patrouille de routine qui devait commencer à l'aube. Quand les premières explosions secouent l'aérodrome, ces équipages n'hésitent pas une seconde. Les moteurs Bristol Mercury démarrent dans un rugissement et les 8 faucheurs décollent dans la fumée et la poussière des bombes qui continuent de tomber autour d'eux. Ce qui se passe ensuite dans le ciel au-dessus de Rotterdam et de La Haye restera l'un des épisodes les plus héroïques et les plus désespérés de la Seconde Guerre mondiale. Les G1 du 3e groupe foncent directement sur les formations allemandes et ouvrent le feu avec leurs 8 mitrailleuses frontales. 2 d'entre eux interceptent un groupe de bombardiers Heinkel HE-111 et en abattent 3 en quelques passes. Les pilotes allemands, qui ne s'attendaient à aucune résistance sérieuse de la part de ce petit pays, sont pris au dépourvu par la violence de l'attaque. Les 8 mitrailleuses FN Browning des modèles de série, tirant simultanément depuis le nez d'un seul appareil, c'est un mur de balles qu'aucun bombardier ne peut encaisser longtemps. Mais les pertes néerlandaises s'accumulent d'heure en heure. Les G1 qui reviennent à Valhaven pour se ravitailler trouvent un aérodrome en ruine. Certains sont abattus en vol par la chasse allemande, d'autres sont touchés par la DCA Ami dans la confusion totale de cette première journée. À la tombée de la nuit du 10 mai, il ne reste plus que 3 Fokker G1 en état de voler sur les 23 qui existaient le matin même.
3 appareils pour défendre un pays entier. Et pourtant, la résistance continue. Les mécaniciens néerlandais accomplissent des miracles. Ils démontent des pièces sur les épaves des appareils détruits, récupèrent des moteurs en dommages mais reparables, cannibalisent tout ce qui peut encore servir. À l'usine Fokker d'Amsterdam, les militaires confisquent les G1 de la commande espagnole qui n'avaient jamais repu leur armement. 4 de ces appareils sont équipés en urgence d'un ensemble de 4 mitrailleuses dans le nez, une installation improvisée mais fonctionnelle, et envoyés au combat. Pendant les 5 jours que dure la résistance néerlandaise, les G1 survivants sont lancés dans des missions suicidaires. Ils mitraillent les colonnes d'infanterie allemandes qui progressent sur les routes. Ils attaquent les convois de transport Junkers Ju-52 qui tentent de déposer des troupes aéropostées sur les aérodromes néerlandais. Et ils se battent en vol contre des chasseurs Messerschmitt Bf-109 largement supérieurs en nombre. Les rapports de combat de cette période sont fragmentaires et souvent contradictoires, car les Néerlandais n'ont plus ni le temps ni les moyens de tenir des registres précis. Mais les chiffres qui émergent après la guerre sont remarquables. Les Fokker G1 sont crédités de 14 victoires aériennes confirmées, 5 Messerschmitt Bf-109, 6 Heinkel HE-111, 2 Junkers Ju-52 et 1 Junkers Ju-87 en pique. Le meilleur pilote de G1, Gerben Sondermann, s'attribue 4 de ces victoires à lui seul. En termes de pertes globales, les Allemands perdent environ 167 Junkers Ju-52 lors de la campagne des Pays-Bas, et les faucheurs contribuent directement à ce carnage. Le 14 mai, après le bombardement dévastateur de Rotterdam, les Pays-Bas capitulent. Le 17 mai, l'occupation est complète. Des 23 G1 qui avaient décollé 5 jours plus tôt, un seul est encore en état de voler. 14 victoires, 5 jours de combat, une poignée de pilotes contre la machine de guerre la plus puissante du monde. Le faucheur approuve que les sceptiques du Salon de Paris avaient tort, mais cette preuve est arrivée trop tard pour sauver le pays qui lui avait donné sa chance. Les troupes allemandes qui prennent le contrôle de l'usine Fokker à Amsterdam découvrent un trésor inattendu. Dans les hangars se trouvent les 12 appareils de la commande espagnole, présente à la presse comme destinée à la Finlande, presque termine, ainsi que les restes de la commande espagnole et plusieurs cellules en divers stades d'assemblage. Le commandement de la Luftwaffe comprend immédiatement l'intérêt de ces machines. Le Faucheur, cet avion que les experts avaient raillé quelques années plus tôt, présente une configuration étonnamment proche du Messerschmitt Bf-110, le chasseur lourd bimoteur allemand. Même dimension, même rôle tactique, même concept de croiseur aérien. Bernin ordonne donc l'achèvement de tous les G1 disponibles et leur affectation à un usage bien précis, servir d'appareil d'entraînement pour les futurs pilotes de Bf-110. Les ouvriers néerlandais de l'usine Fokker se retrouvent dans une situation absurde et humiliante. Ils doivent assembler et tester des avions destinés à l'ennemi qui occupe leur pays. Les vols d'essai depuis le terrain de Schiphol se déroulent sous une surveillance étroite. Chaque décollage est supervisé par du personnel allemand et un G1 de la Luftwaffe escorte systématiquement les appareils en cours de test pour empêcher toute tentative de fuite. Au total, entre 35 et 40 Fokker G1 passent entre les mains de la Luftwaffe. Ils sont envoyés à l'école de pilotage Flugzeugführerschule B8, basée à Wiener Neustadt en Autriche, où pendant près de 2 ans, de jeunes pilotes allemands apprendront les subtilités du vol bimoteur aux commandes du chasseur néerlandais avant d'être affectés sur Bf-110. Mais au milieu de cette routine d'occupation, 2 hommes préparent un plan d'une audace extraordinaire. Le premier s'appelle Ide. Le pilote allemand de l'escorte tente de suivre, mais dans les nuages, sans radar embarque, sans contact visuel, il perd immédiatement la trace du fuyard. L'Xtra met le cap plein ouest, traverse le littoral néerlandais à basse altitude et lance son G1 au-dessus de la mer du Nord. Le vol au-dessus de l'eau est le moment le plus critique de toute l'opération. L'Xtra sait qu'un seul problème moteur signifie la mort dans les eaux glaciales. Il sait aussi que la Luftwaffe peut envoyer des chasseurs à sa poursuite dès qu'elle réalise que le vol d'essai s'est transformé en évasion.
Mais les nuages qui ont permis sa fuite le protègent aussi de toute interception. Après une traversée qui semble durer une éternité, les côtes anglaises apparaissent enfin à travers la brume. L'Xtra pose le G1 sur le sol britannique. Lui et Voss sont sains et saufs. Et ils viennent de réaliser l'une des évasions les plus spectaculaires de la guerre en utilisant un avion construit pour l'ennemi. Les autorités britanniques examinent l'appareil avec un vif intérêt. Le G1 est envoyé au Royal Aircraft Establishment de Farnborough pour une évaluation technique, puis transféré à la compagnie Phillips & Powys Aircraft, qui deviendra plus tard Miles Aircraft. Les ingénieurs britanniques sont particulièrement fascinés par la structure en bois des ailes du faucheur, une technique héritée des avions de ligne Fokker des années 20 et 30. À cette époque, Miles Aircraft travaille sur ses propres projets de chasseurs-bombardiers en construction bois et voit dans le G1 une source précieuse d'informations sur la résistance et la durabilité de ce type de structure dans le climat humide de l'Angleterre. C'est ainsi que le dernier faucheur libre au monde, né d'une commande française et baptise à Paris, termine sa course dans un hangar anglais au service de la recherche aéronautique britannique, loin des combats qu'il avait été conçu pour mener. Pendant que l'Xtra et Voss commencent une nouvelle vie en Angleterre, leur ancien employeur continue de travailler sous les ordres de Berlin. L'usine Fokker assemble les derniers G1 jusqu'à la mi-1941 et chaque appareil termine prend la direction de l'Autriche pour rejoindre l'école de pilotage de Wiener Neustadt. Mais les Allemands découvrent rapidement que le Faucheur, aussi impressionnant soit-il, n'est pas un avion facile à entretenir loin de sa base industrielle. Les pièces détachées deviennent rares. Les moteurs Bristol Mercury ne font pas partie de la chaîne logistique de la Luftwaffe et chaque réparation nécessite un savoir-faire que seuls les mécaniciens néerlandais possèdent. Au bout de 2 ans d'utilisation intensive, l'usure a raison de la flotte entière. Les G1 de Wiener Neustadt sont cloués au sol les uns après les autres, cannibalisent pour maintenir les derniers survivants en état de voler, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul en service. De l'autre côte de la Manche, le G1 de l'Xtra connaît un sort bien différent, mais tout aussi mélancolique. Après son évaluation par les ingénieurs de Farnborough et son transfert chez Miles Aircraft, l'appareil est stationné à l'extérieur, sur le terrain de l'usine de Reading. Personne ne lui construit d'abri, personne ne le bâche. Le faucheur reste là, expose aux pluies anglaises, au vent, au gel, saison après saison, année après année, pendant toute la durée de la guerre. Les ingénieurs britanniques viennent de temps en temps examiner la structure de ces ailes en bois, prendre des mesures, observer comment le triplex et la colle résistent à l'humidité britannique. C'est tout ce qui intéresse Miles Aircraft. Non pas l'avion lui-même, mais les secrets de fabrication que Fokker avait perfectionnés au fil de décennies de construction aéronautique. Une fois ces données collectées, le G1 perd toute utilité. Quand la guerre se termine en 1945, cet appareil unique, le seul Fokker G1 à avoir, traverse la mer du Nord, le seul à avoir, échappé à la fois aux bombes allemandes et à la captivité, est découpé et envoyé à la ferraille. Pas de musée, pas de mémorial, pas de cérémonie, juste des ouvriers avec des scies et des chalumeaux. Aujourd'hui, il ne reste pas un seul Fokker G1 original au monde. 62 appareils construits et aucun survivant. Une réplique a été construite et se trouve exposée au National Militaire Museum des Pays-Bas. Mais ce n'est qu'une copie, aussi fidèle soit-elle. Le véritable faucheur n'existe plus que dans les archives, les photographies et la mémoire de ceux qui ont étudié son histoire. Et c'est précisément cette histoire qui pose une question fascinante, une question qui touche directement à la France. Que se serait-il passé si Paris n'avait pas retiré sa spécification en 1935 ? Si l'armée de l'air avait poursuivi le projet et commandé des centaines de G1 équipes de moteurs français Améliore, aurait-elle disposé en 1940 d'un chasseur lourd capable de rivaliser avec le Messerschmitt Bf-110 ? La France a choisi ses propres programmes, le Pothès 630 et le 631, des appareils bimoteurs élégants mais notoirement sous-armés et sous-motorisés, qui se sont révélés désastreux face à la Luftwaffe lors de la bataille de France.
Le faucheur, avec ses 8 mitrailleuses frontales, sa maniabilité surprenante et sa capacité à plonger à plus de 600 km à l'heure, aurait-il changé l'équilibre du combat aérien en juin 1940 ? Personne ne peut répondre avec certitude. Mais la comparaison entre le G1 et les chasseurs lourds français de l'époque est cruelle pour ces derniers. Il y a une autre comparaison, peut-être encore plus frappante. Dès 1936, presque au même moment que la présentation du G1 au Grand Palais, l'ingénieur américain Clarence Kelly Johnson et son équipe conçoivent pour la firme Lockheed un chasseur bimoteur à double poutre qui recevra le nom de P-38 Lightning. La ressemblance avec le concept du faucheur est évidente. 2 moteurs, 2 poutres de queue, une nacelle centrale pour le pilote et l'armement. Le Lightning deviendra l'un des chasseurs les plus célèbres de toute la Seconde Guerre mondiale, produit à plus de 10 000 exemplaires, utilise sur tous les théâtres d'opération. Le G1, lui, n'a eu droit qu'à 62 exemplaires et 5 jours de combat. La différence entre les deux n'est pas une question de conception, c'est une question de moyens. Les Pays-Bas, petite nation neutre de moins de 9 millions d'habitants, ne pouvaient tout simplement pas produire, financer et déployer un chasseur lourd à l'échelle nécessaire. Ils avaient l'idée, ils avaient la technologie, ils avaient même l'avion. Ce qui leur manquait, c'était le temps et la puissance industrielle d'un continent. Le faucheur reste donc l'un des plus grands paradoxes de l'histoire aéronautique. Un chasseur né d'une commande française, propulse par un moteur français qui l'a trahi, baptise par la presse française dans le plus beau palais de Paris, refuse par l'armée française qui a préféré des machines inférieures et finalement jette au combat par une petite armée qui n'en possédait que 23 exemplaires contre la force aérienne la plus puissante du monde. 14 victoires aériennes, 5 jours de guerre, une évasion à travers la mer du Nord et une mort silencieuse sous la pluie anglaise. Voilà l'histoire du Faucheur, l'avion vol à la France, qui a humilié la Luftwaffe avec presque rien et que le monde a oublié trop vite. Si cette histoire vous a surpris, si vous ne connaissiez pas cet avion né dans les bureaux de votre propre armée de l'air, alors laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Appuyez sur le bouton pour vous abonner à la chaîne et ne manquez aucune de nos prochaines histoires sur les machines de guerre les plus extraordinaires et les plus méconnues de l'histoire. Et bien sûr, un simple pouce en l'air nous aide énormément à continuer ce travail de mémoire. Merci à tous et à très bientôt.